Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre émission hebdomadaire Panorama Média. 3 sujets au menu de ce nouveau numéro. Le premier, la lutte contre l'insécurité, les FDS à l'offensive. Depuis quelque temps, nous remarquons que les forces de défense et de sécurité semblent adopter une nouvelle stratégie dans la lutte contre l'insécurité. Tout porte à croire qu'elles ont décidé désormais d'aller à l'offensive. Cela se perçoit sur le terrain à n'en croire les reportages diffusés sur la RTB. Par exemple sur l'opération conjointe Bourgou 4. Comment est-ce que vous appréciez ce comportement des FDS? C'est l'une des questions que je poserai tout à l'heure à mes invités. Relations bilatérales Burkina-France, que se passe-t-il? Ce sera notre deuxième sujet du jour. Depuis un certain temps, la France fait l'objet de vives critiques dans l'opinion publique. On se rappelle la semaine qu'elle avait peint la carte du Burkina Faso en zone dangereuse et zone moins dangereuse, demandant ainsi à ses ressortissants de faire attention. Toute chose qui ne peut laisser indifférents certains Burkinabés. Quels commentaires faites-vous sur ce sujet? Le décryptage à suivre dans un instant. Et pour boucler ce rendez-vous du jour, nous parlerons d'un autre sujet, la semaine du numérique et le salon de l'emploi à Bobo-Dioulasso. Quel enjeu? Du 19 au 23 novembre dernier s'est tenue à Bobo-Dioulasso la 15e édition de la semaine du numérique placée sous le thème « Vers des instruments financiers innovants pour le bien-être du citoyen à l'ère du numérique ». Un autre événement qui s'est passé, qui s'est tenu à Bobo-Dioulasso est le Salon national de l'emploi qui s'est penché sur la problématique de la contribution du secteur privé dans l'employabilité des jeunes. Quelle peut être donc la contribution de ces cadres dans le développement socio-économique du Burkina Faso? Question. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois sur ce plateau 4 invités, 4 journalistes, 4 habitués de cette émission. À ma gauche, nous avons Moutamou Kani. Kani est le directeur de publication du journal L'Express du Faso. Bonjour Kani. Bonjour. Et Ahmed Zerbo, un autre directeur de publication, celui du journal Libération. Bonjour Zerbo. Bonjour M. Paré. À ma droite, Josias Dabiré. Josias Dabiré est journaliste à Burkina Info TV. Josias, bonjour. Satine Paré, bonjour. Okay. Et Ousseini Bansé. Bansé est journaliste à la radio LPC, La Liberté de parler et de communiquer. Bonjour Bansé. Bonjour. Voici pour ce qui est du décor de notre numéro de l'émission Panorama Média ce dimanche 24 novembre 2019. Place maintenant au débat et à notre premier sujet. Lutte contre l'insécurité, les FDS à l'offensive. Je vous le disais en introduction de cette émission, nous constatons que les forces de défense et de sécurité ont changé de stratégie de combat sur le terrain. Elles vont à la chasse à l'homme et cela porte des fruits puisque les sources sécuritaires révèlent que plusieurs assaillants sont tués, des motos, des armements sont récupérés. Cette situation semble rassurer bon nombre de Burkinabés, même si certaines personnes craignent aussi des représailles. Alors, comment appréciez-vous cette attitude des forces de défense et de sécurité, le fait d'aller à l'offensive? Josias? Tout à l'honneur de Burkina Faso, tout à l'honneur de nos forces de défense et de sécurité. Je pense que sur ce même plateau, nous avons même fois rappelé cela, c'est notre contribution, notre façon de voir les choses, dire qu'il pour gagner, comme toute guerre, comme tout match, comme toute compétition, il faut aller à l'offensive, il faut être offensif et non rester dans la défensive. Et si tel a été le cas, l'armée a adopté, je pense que c'est encore mieux. Vous avez parlé tout de suite des reportages que vous avez suivis sur la mission 4 de Bourgou 4, si je peux appeler ceci. Et vous avez vu, il y a une des méthodes que nous avons souvent soulignées aussi sur ce même plateau et qui a été donc pris en compte à mon avis, c'est par exemple la mission motorisée. Et nous avons dit, je me rappelle très bien que nous avons dit que vu compte tenu du contexte de cette guerre asymétrique qui n'est pas comme les guerres conventionnelles où des ennemis viennent à moto et puis compte tenu du terrain également, nous avons cru qu'à un certain moment, les chars ne sont pas forcément les engins en tout cas qui sont nécessaires sur ce terrain. Et vous avez vu certainement à travers ces reportages-là que des éléments de force de défense et de sécurité vont avec des motos. Certes, il y a eu quand même des pertes de vie toujours de certains soldats. Et vous avez compris que si c'était par exemple en convoi véhiculé, les dégâts allaient être plus graves. Mais lorsqu'il y a eu, ils montent sur des mines, mais quand même, le fait d'être motorisé, ça réduit quand même, je dirais, les victimes. Mais certainement qu'on aurait le temps de revenir et après le contraire, l'effort est fait, c'est très bien, mais il reste encore à travailler davantage, à maintenir le cap pour voir donc pour des nouvelles victoires. Okay.
Monsieur Kani, oui. Comment est-ce que vous appréciez cette attitude des FDS? Non, mais c'est une bonne attitude et moi je l'apprécie positivement parce que si vous vous rappelez, comme il l'a dit tout à l'heure, à plusieurs reprises ici, nous avons dit qu'il faut que... on avait même l'impression que les gens partaient à la boucherie, c'est-à-dire partaient se faire tuer. Alors si aujourd'hui, effectivement, les forces de défense et de sécurité l'ont compris et ont adopté d'autres méthodes, je crois qu'il faut les saluer et c'est ce qui porte aujourd'hui les résultats auxquels nous sommes parvenus ces 2 dernières semaines et c'est tout à leur honneur. Alors, je voudrais aussi, au-delà de cela, saluer, parce que avant d'y arriver, vous voyez, les terroristes ont plusieurs méthodes. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui quelle est la méthode qu'ils vont utiliser, demain quelle autre méthode ils vont utiliser. Ils ont utilisé plusieurs méthodes. Vous avez vu l'enlèvement jusqu'à Wau vers Sidiradougou des travailleurs du ministère de l'économie numérique. Heureusement qu'ils ont été retrouvés. Mais vous voyez, ils sont à l'est, ils sont au nord. Alors quand on les traque, vous voyez là où ils s'en vont répondre. Alors c'est pour dire qu'effectivement, ils sont partout et ils ont plusieurs stratégies. C'est à nous aussi de développer la stratégie contraire pour effectivement pouvoir les contrer. Donc ça, je crois que les forces de l'ordre et de sécurité, les forces de défense et de sécurité en sont suffisamment conscients. Ensuite, l'autre volet que je voulais ajouter et qui m'a beaucoup plu, c'est la communication qui est en train d'être introduite dans la lutte. Okay. Parce qu'avec l'opération Bourougou 4 et le reportage que j'ai vu, mais tout ça, ce sont des éléments qui viennent rassurer les Burkinabés qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Ce qui n'était pas le cas, on se contentait seulement de communiquer laconique et malheureusement sur les réseaux sociaux auxquels vraiment personne ne croyait. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de tendre vers une stratégie beaucoup plus offensive et qui va rassurer les Burkinabés. Voilà, et ça, il faut le saluer et c'est important. Ok, merci bien, M. Kani. Et Bansé, selon les communiqués émanant des sources sécuritaires, les FDS engrangent de nombreuses victoires sur le terrain, si on peut parler ainsi. Et même si l'on sait qu'il y a souvent des victimes, est-ce que c'est bon pour le moral? C'est très bon pour le moral. Vous savez, au sein des militaires, des rangs, s'il y a des gens qui tombent et d'autres sont toujours sur le terrain, ça même c'est une très grande victoire. Et le Burkina Faso a cette chance. Nous avons une armée, moi je dis, exemplaire, solidaire, parce que sous d'autres cieux, pour peu que ça, l'armée allait être en déliquescence. Et on allait chercher des fils de ces pays pour nous défendre, on n'allait pas trouver. Mais vous l'aurez constaté, depuis le début de cette histoire, c'est vrai, il y a des bisbilles de temps en temps par rapport au commandement, mais les gens sont restés professionnels, solidaires, militaires, jusqu'à demain ils continuent. Et quand on dit qu'ils sont à l'offensive, en réalité, ils n'ont jamais été à la défensive. Seulement la lutte est menée, portée par les ennemis. Et l'armée, au niveau de l'armée, les gens sont obligés de s'adapter. Et dans le monde militaire, ou en tout cas dans le monde de la guerre, c'est pas du tout évident. Ce n'est pas en une semaine, en 2 semaines, parce que la guerre, ça se mène sur le terrain, ça se mène aussi au niveau de la conception. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau, notamment cerner par les renseignements le modèle de fonctionnement de l'ennemi. Et pour ce qui est du Burkina Faso, c'est très complexe. Vous voyez, tantôt, on parle de rébellion, on parle de mésentente entre Burkinabés, d'intérêts géostratégiques. Donc, il faut cerner cette menace, pouvoir s'adapter et certainement mener les hommes au combat, d'autant plus que ce n'était pas une réalité au Burkina Faso. Le terrorisme, c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde, pour les Burkinabés civils, mais aussi pour les Burkinabés militaires. Et donc, plus on avance, plus les militaires sont imprégnés, plus ils ont des outils nécessaires pour s'adapter à l'ennemi et mener le combat qui fortifie les Burkinabés. Parce que quand ils sont à l'offensive, c'est très bon pour le moral, c'est mieux que d'être cantonné dans un camp et compter des morts macabres. Mais si dans la tête de tous les Burkinabés, ils sont au front, c'est vrai, ils ont toujours été au front, ça je peux l'attester. Encore plus, une des chances du Burkina Faso, ce sont les réaménagements qui ont été faits. Parce que qui connaît par exemple le chef d'état-major des armées de terre, Gilles Bationo, mais quand vous discutez avec ce monsieur, c'est un militaire plein quoi. Il a toujours réclamé, je suis un militaire, je ne fais pas autre chose, je suis un militaire. Et quand vous mettez des militaires dans le monde du combat, ils sont formés pour ça, ils ont le mental pour ça. Le reste, il faut les accompagner avec du matériel. Merci Bansé. Et être sur l'offensive, c'est bon pour le moral selon les mots de Bansé. Ahmed Zerbo, quelle est votre appréciation? Ok, vraiment merci. Je vais joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs pour dire qu'effectivement, les nouvelles du front vraiment sont bonnes. Aujourd'hui, nos FDS ont réussi en tout cas à adapter
leur stratégie, en tout cas, au mode opératoire des forces du mal, c'est-à-dire des terroristes. Qui parle d'offensive parle nécessairement de renseignement. Parce qu'il faut avoir les renseignements nécessaires pour aller à l'offensive. Donc cela veut dire qu'actuellement, au niveau de nos renseignements, en tout cas, nos renseignements sont vraiment parfaits. Alors, il faut dire que nos militaires aussi, aujourd'hui, ils ont le courage. C'est vrai qu'en temps, ils parlaient effectivement de manque de moyens, mais je crois qu'au-delà, effectivement, de ces moyens-là, il faut avoir le courage. Puisque le courage occupe vraiment une place importante, en tout cas dans toute lutte. Tu peux être démuni, tu peux ne pas avoir en tout cas les armes nécessaires, mais dès lors que tu as le courage, je pense que tu peux faire trembler l'ennemi. Actuellement, en tout cas, nos gars, ils ne se laissent pas en tout cas surprendre par les ennemis, par les terroristes, ils vont à l'offensive. Ils utilisent effectivement les renseignements, les informations nécessaires pour aller effectivement combattre l'ennemi jusqu'au fond de son trou. Okay, merci. Voilà. Et nous en venons maintenant à cette question de communication. Kani le disait tantôt, nous avons remarqué que ces derniers temps, nos autorités ont changé de manière de communiquer et dans la lutte contre le terrorisme. On voit même dans les éditions du journal télévisé sur la RTB, on voit souvent le circuit des FDS, etc. Et comment est-ce que vous appréciez cette façon de communiquer maintenant? Non, Kani? oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plus et qui vient rassurer davantage les Burkinabés. Parce que, je l'ai toujours dit, on ne peut pas gérer un pays sur les réseaux sociaux. On ne peut pas gérer un pays à partir des humeurs des uns et des autres sur les réseaux sociaux. C'est un domaine de 100 fois, je dirais dire 100 lois. Alors, si au plus haut niveau, ce sont ces outils qui étaient, malheureusement, au plus haut niveau, ce sont ces outils qui étaient beaucoup plus utilisés. Et j'ai trouvé ça, à plusieurs fois, on l'a dénoncé ici, moi j'ai trouvé ça très grave. Parce qu'aujourd'hui, les médias conventionnels, qu'on le veuille ou pas, la presse écrite, les radios, la télé, que tout le monde connaît, sont les outils aujourd'hui de communication sur lesquels il faut baser effectivement une communication accessible. Parce que, détrompez-vous, on a tendance à croire que les réseaux sociaux, voilà, c'est accessible, mais il y a combien de pourcents de Burkinabés qui ont Internet? En dehors de Ouaga, Bobo, quand vous quittez sur la route, là, vous avez quel réseau? Alors c'est pour vous dire qu'effectivement, il faut que les gens fassent très attention. Et au plus haut niveau, comme je le disais, il faut tenir compte de ce que les Burkinabés veulent, c'est-à-dire l'information vraie. De toute façon, nous sommes des journalistes, nous savons que ce n'est pas toute information qu'on diffuse. Nous avons une responsabilité. Maintenant, quand on ne nous fait pas confiance, comme cette loi dont on a parlé ici une fois, mais c'est extrêmement grave. C'est comme si on nous infantilise. Donc je pense qu'aujourd'hui, si au plus haut niveau, on a compris qu'il faut intégrer le volet communication, parce que la guerre, comme l'a dit Mansé, ce n'est pas seulement les armes, mais il y a le moral surtout. Et le moral, pour l'avoir, qu'est-ce qu'il faut utiliser si ce n'est pas les médias? Vous prenez la guerre du Golfe, les États-Unis l'ont plus ou moins remporté sur le volet à cause de la communication. Ce n'est pas à cause des armes. Mais malheureusement, voilà, toujours, ça continue en Irak. Donc, mais c'est pour dire que, effectivement, si on commence à comprendre que la communication que les gens veulent, c'est celle qu'il faut, ben, tant mieux. Je vois que Ahmed Zerbo est pressé d'arracher la parole. Oui, voilà, c'est pour vous dire que effectivement la communication occupe une place importante, en tout cas dans toute guerre. Vous voyez, les terroristes l'auront compris, c'est-à-dire dès qu'ils frappent, ils diffusent les images de ces attaques-là sur la toile. Donc ça contribue effectivement à démoraliser l'ennemi. Vous voyez, quand on mène une guerre, c'est-à-dire qu'il faut mener la guerre sur le plan de la communication et sur le terrain. Alors, et je pense que c'est la communication qui doit prendre le dessus sur, effectivement, le combat sur le terrain. Dès lors qu'on arrive à démoraliser, en tout cas, à désarmer l'ennemi, facilement on le combat. Donc, pour vous dire que la communication est très, très importante dans toute guerre, dans tout combat. Ok, merci bien. Et Zosias, c'est vrai que les uns et les autres on dit ici que la communication a une place importante dans tout combat, mais est-ce que cette communication, la façon de faire, est-ce que ça n'a pas un réveil? Si l'on sait aussi que les terroristes sont des personnes qui sont bien informées, on ne pourra pas craindre des représailles éventuelles. Non, cette communication ne fait que relater ce qui se passe sur le terrain, que les terroristes savent, que les FDS savent. Comme Kane l'a dit, je crois qu'aujourd'hui, la communication, c'est un élément très important. En ce sens que ça permet de dissuader les apprentis sorciers. Parce que vous savez, à un certain moment, lorsqu'on sent une montée de terrorisme, qu'on entend que le terrorisme gagne du terrain, vous allez
apprend un peu par-ci par-là des individus mal intentionnés qui rendent parfois même des fourlampiers qui rentrent dans les classes pour écrire en arabe, pour accrocher, pour dire que n'en sont plus. Parce que il n'y a que des cellules dormantes, peut-être même des individus aux intentions terroristes qui sont un peu dans l'ombre, qui attendent que le terroristes gagnent du terrain pour pouvoir s'exhiber. Donc, mais aujourd'hui, lorsqu'on sent que nos FDS prennent du terrain et que les images sont diffusées comme ça d'abord, ça permet donc de contenir, de faire en sorte de dissuader ces apprentis sorciers et permettre donc aux gens de déblayer le terrain et d'aller de l'avant. Ça, c'est la première des choses. Mais faut-il que cette communication passe par les médias, c'est-à-dire les organes de communication conventionnels classiques. Et la semaine dernière, Bansé a dit quelque chose qui est très important. Il faut la communication, d'accord, mais il faut-il que la communication soit donnée à qui de droit et quelle institution qu'il mérite. Parce que il faut pas, la communication, c'est une science. La communication, c'est toute une filière universitaire. Il n'est pas donné à n'importe qui de manipuler l'information. Lorsqu'on vous laisse des notes importantes fuiter dans les réseaux sociaux, c'est dommage. Parce qu'il faut, avant de manipuler la communication, nous qui sommes journalistes, nous savons quels sont les différents dispositifs qui encadrent les métiers, qu'on appelle l'éthique, la déontologie, que sais-je encore, qui permettent d'encadrer notre métier. Mais lorsqu'on cela est fuité, traité par des individus qui n'ont aucune connaissance la communication, ce n'est pas le fait de parler ou d'écrire. C'est toute une science, comme je l'ai dit. Donc, il faut voir ça, c'est très important. Vous avez malheureusement dans les institutions, quel que soit au niveau du ministère, quel que soit, à un certain moment donné, on a l'impression qu'ils ont laissé pour compte c'est-à-dire les personnes chargées, les directeurs de communication, les chargés de communication, pour mener la communication avec d'autres personnes, une tierce personne qui ne maîtrise pas le domaine. C'est ça qui est malheureux. Sinon, je pense que c'est très important. Vous voyez même, partout, je prends par exemple le cas, même si ce n'est pas comparaison de raison, quand vous prenez la France, lorsqu'ils sont sur une des opérations, ils ont des journalistes avec eux, qui parfois même c'est des militaires formés qui prennent des images pour les donner, pour qu'ils traitent à leur faveur. Donc c'est très important, il faut prouver. Banza a dit tout de suite que c'est vrai que l'armée était toujours sur l'offensive et non là. Mais nous parlons de ce que nous savons. Oui. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, ils sont allés au front, et même on dit, nous sommes allés, voilà ce que nous avons fait, nous sommes même allés libérer des femmes qui étaient comme des esclaves sexuels. Nous avons fait ceci ou cela. Nous avons retiré même des portables, des matériels de communication des mains de FDS. Et ça réconforte. C'est à partir de là que nous disons qu'ils sont à l'offensive. Tant que cela ne pas dire qu'on attend chaque fois, ils sont venus attaquer des camps, ils sont venus attaquer des commissariats. On se dit que quand on attaque, ils font comment? Ils se défendent. Et en conclusion, ils faisaient de la défensive. Donc, on veut des choses palpables, selon Josias. Merci. Et Bansé, cette nouvelle manière de communiquer des FDS, on voit que il y a des communiqués qui viennent de la part des sources sécuritaires, notamment de l'état-major qui dit ils ont tué tel nombre d'assaillants, ils ont récupéré tel nombre de motos. C'est bon pour le moral, la façon de communiquer. Comment est-ce que vous appréciez? Non, là aussi, c'est la capacité d'adaptation au mal. Donc, il y a de plus en plus de l'amélioration. C'est bon à prendre. Sinon, dès le début, il y avait beaucoup de choses, surtout au niveau communication. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, à Nouna, un enseignant, parce qu'il voulait des vacances, il s'est permis d'écrire une lettre en arabe, soit disant que les terroristes vont attaquer. Par la suite, au niveau des autorités, on a su l'épingler. Mais à l'époque, la lettre a eu le temps de courir un peu et ça a créé des dommages à ce niveau. Et donc, mais le problème de la communication, je ne sais pas, on va en vouloir à qui, à part les autorités. Aujourd'hui, Josias parlait un peu du rapport entre ces autorités et leurs communicants, parce que pratiquement tous les ministères ont des communicateurs, des directeurs de communication. Mais quand vous échangez avec ces communicants-là, aujourd'hui, ils ont un mal-être pas possible. Parce que les patrons préfèrent passer par autre personne que par l'institutionnel. Tout simplement parce que l'institutionnel, celui qui a fait la communication ou qui est passé par le journalisme et qui aujourd'hui est là au ministère comme communicant, il y a des choses qu'il ne va pas accepter. Parce que c'est inacceptable. Donc les gens préfèrent passer par ce que, voilà, communément nous appelons de plus en plus les bousez-là. Et c'est dommage parce que l'information, ce n'est pas prendre une photo du ministre et puis balancer des mots, quoi. C'est pas ça. Ou bien une photo des terroristes, balancer des mots. Je crois que c'est plus sérieux que ça. Mais c'est au niveau du politique. Il va falloir à un certain moment se dire que la communication personnelle n'a rien à voir avec la communication institutionnelle et que l'image de l'individu ministre n'a rien à voir. Les Burkinabés n'ont pas besoin de ça, quoi. Si on a besoin de ça, on va s'occuper de sa famille. Mais là, vous êtes là en tant que ministre et les gens ont besoin des résultats de vos activités en tant que tel. Il y a votre communicant qui est là, il y a une direction de communication, il faut parler. Au niveau de l'armée aussi, de plus en plus, on sent que c'est huilé. Avant, les gens étaient fiers de dire c'est la grande muette. Et les militaires même en étaient fiers. Pour peu que tu pars vers l'information, on dit bon, c'est la grande muette.
on ne peut plus continuer dans les mutismes. Hein? C'est pas possible, ça nous aide. Il faut lâcher un peu. Ok, merci Vancy. Fin de cette partie sur la lutte contre l'insécurité, les FDS à l'offensive. Place à notre deuxième sujet, les relations bilatérales Burkina Faso-France. Que se passe-t-il? Face aux attaques terroristes qui se sont multipliées ces derniers temps au Burkina Faso, la France a demandé à ses ressortissants de prendre toutes les mesures pour éviter certaines zones qu'elle qualifie de zones dangereuses. Cette attitude, la France a indigné plus d'un dans l'opinion. Alors, quel commentaire faites-vous sur cette attitude de la France? Est-ce que, M. Kani, c'est aussi grave que ça? Mais c'est comme si, quand j'écoute la question et quand j'écoute certaines personnes, je me demande, mais où sommes-nous? La France a dit, ici, là, c'est dangereux pour mes ressortissants, n'y allez pas. Mais c'est son droit. Nous-mêmes, là, nous avons des ressortissants qui sont au nord et qui ont fui. Mais pourquoi voulons-nous que la France dise à ses ressortissants, allez-y là-bas? Mais c'est son droit. Maintenant, il nous revient à nous de travailler pour rendre notre pays blanc. C'est notre responsabilité. J'ai même écouté le ministre porte-parole du gouvernement, quand il est sorti, parce que là, il faut faire très attention. Parce que vous avez parlé ici de relations bilatérales. Les relations bilatérales entre deux pays au plus haut niveau sont très différentes des relations de l'opinion publique. Bien sûr. Et ça, quand j'ai écouté le ministre, effectivement, qui a dit que ceux qui retardent l'offensive contre les forces de l'ordre sont ceux que c'est paradoxal. Voilà, c'est ceux qui nous critiquent. Alors, moi, j'ai l'impression, effectivement, que ce niveau-là est atteint. Et si ce niveau-là est atteint, jusqu'à preuve du contraire, la France est le premier pays partenaire du Burkina. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, si ce niveau est atteint, c'est qu'effectivement, la situation est grave. En ce moment, on peut parler de relations bilatérales. C'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Mais moi, je trouve ça, franchement, ils ont le droit. Les États-Unis ont décidé de rapatrier les enfants de leur personnel. Mais depuis longtemps, il y a les corps de la paix. Il y a 3 ou 4 ans de cela, ils ne viennent plus au Burkina. Bien sûr. On se rappelle qu'ils étaient à Ouroudara. Ils ont décidé de prendre les dispositions pour sécuriser les ressortissants. Et on dit que non, la France ne devrait pas faire ça. Mais elle a le droit. Nous, là, les mesures que nous sommes en train de prendre actuellement, c'est pourquoi? C'est pour sécuriser nos ressortissants, y compris ceux qui vivent avec nous sur le territoire. Donc c'est tout à fait normal qu'un pays décide aujourd'hui de dire mes ressortissants, n'allez pas là-bas parce que c'est dangereux. Ok. Et, Joseph, comment est-ce que vous comprenez cette attitude de la France, le fait de peindre la carte du Burkina Faso, c'est-à-dire en zone dangereuse, zone moins dangereuse? Est-ce que vous êtes indigné autant aussi? Non, je partage parfaitement le point de vue de Kani. Hein. C'est ce que je me disais depuis quand j'ai appris. J'ai dit, mais je n'arrive pas à comprendre les gens. Le Burkina, les Africains, depuis longtemps, je dirais même, on peint la Méditerranée en rouge. Parce qu'on dit parfois même à nos ressortissants de ne pas aller là parce que ça meurt. Mais c'est notre droit de connaître, de délimiter les zones rouges pour dire que là où. Voilà. Mais quand cela ne tient, je crois qu'il ne faut pas que nous voulons une chose et son contraire. Nous avons dit la France a à ses pieds les richesses africaines. Il est temps de s'en aller. On a vu un peu, même au Mali voisin, on a vu des gens qui demandent aux Français partez parce que vous jouez un jeu trouble dans cette affaire. Et en même temps, on dit, les Français qui disent, écoutez, nous n'allons pas aller chez vous parce que c'est une zone rouge. Mais acceptons qu'ils disent les choses. Maintenant, aujourd'hui, la question n'est pas là-bas. C'est de voir comment est-ce qu'il faut que nous travaillions dans le sens d'acquérir une véritable indépendance africaine, sinon au Burkina Faso. C'est ce qui nous intéresse. Moi, c'est comme ce que j'ai dit, le ministre aussi a dit ça. Que si vous pensez que si les Français pensent qu'ils ne vont pas venir ici, qu'ils n'ont qu'à repartir ici, c'est normal. Mais nous savons effectivement qu'il y a une question sécuritaire. Peint en rouge, en jaune ou en vert, le problème n'est pas là-bas. C'est de travailler à faire en sorte que la paix, la culture reviennent. C'est ça. C'est pas pour nous travaillons pas pour que les Français viennent. Mais il faut travailler pour qu'il y ait la paix chez nous. Il ne faudrait pas que les gens se lamentent parce qu'ils disent seulement les Français ne viennent pas. Nous devons faire en sorte que il ne faut pas compter sur les touristes européens, américains ou que sais-je encore qui doivent venir, qui doivent faire l'économie. C'est de faire, il faut changer. Même si cela doit demeurer, pas d'insécurité, mais si les Français pouvaient faire 10 ans, 20 ans, sans, même ces Européens, 10 ans sans venir au Burkina, ça va nous permettre, nous, de travailler d'abord notre mentalité pour faire en sorte que nous soyons nous-mêmes consommateurs de nos différents produits artistiques, touristiques, que sais-je encore. Et c'est à partir de là qu'on parle de véritable développement.
Les Français, les Africains, encore moins les Burkinabés ne vont pas faire du tourisme en France. Ça n'a pas empêché les Français de vivre. Il faut savoir faire la séparation des choses. Ok. Et Zerbo, est-ce que c'est anormal pour un pays de prévenir ses compatriotes, de faire attention à un danger éventuel? Est-ce qu'un pays n'a pas le droit de demander à ses ressortissants de faire attention? Quand il le disait tout à l'heure, le pays a le droit ou sinon même le devoir de protéger ses ressortissants quand même. Oui, naturellement. Oui. Le pays doit protéger effectivement ses ressortissants. Les ressortissants, je veux dire. S'il y a une menace qui pointe à l'horizon, mais c'est en tout cas le devoir de ce pays-là, les autorités de ce pays-là, d'attirer effectivement l'attention de ces ressortissants sur cette menace-là. Alors, maintenant, il faut reconnaître qu'en Afrique, d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment anti-français, effectivement, au sein de l'opinion, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, il y a un certain nombre de pays, en tout cas, oui. en Afrique de l'Ouest, oui. En tout cas, il y a ce sentiment anti-français qui est là. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'interview, la sortie de notre ministre de la Défense, Chérif Sy, depuis l'Afrique du Sud. Oui. Vous vous rappelez, effectivement, il s'était attaqué, effectivement, à la France en disant que, écoutez, la France ne joue pas franc jeu effectivement dans la lutte contre le terrorisme. Alors ça, en tout cas, soulevait un certain nombre de tollés à l'époque entre, en tout cas, les autorités burkinabées et celles françaises. Alors, je pense que la France a le droit, en tout cas, de dire à ses ressortissants, en tout cas, faites attention parce que, en tout cas, telles zones sont dangereuses. C'est leur droit. Voilà. Mais c'est au Burkinabé aussi de travailler effectivement à ce qu'il y ait effectivement la quiétude, tu vois, non, la paix, la stabilité, pour que, bon, si la France effectivement dépend de notre pays en jaune, en rouge, bon, quelque part aussi, ça a des conséquences, puisque les investisseurs diront que, écoute, le pays est dangereux, alors qui va venir investir dans un pays dangereux? Donc je pense que normalement les Burkinabés doivent aussi effectivement... en tout cas, ça choque le Burkinabé d'entendre de tels propos. Ok, merci. Bansé, d'aucuns pensent que peindre la carte du Burkina Faso en zone dangereuse ou non dangereuse, ou moins dangereuse, est une façon, et Zerbo l'a relevé tantôt, de saper le moral des Burkinabés et même peut être de nature à décourager les investisseurs. Est-ce que vous êtes de cet avis? Il y a des géographes au Burkina Faso, je ne pense pas aussi qu'il y a même des couleurs au Burkina Faso. Oui. Si on pense que peindre notre carte en rouge est démoralisant, rien ne nous empêche de peindre aussi la carte française en rouge. Soyons un peu sûrs, quoi. C'est de la communication politique biaisée et mal placée, surtout. Je ne dis pas que la France, elle n'est pas innocente. Il n'y a même pas de pays innocent. Tant qu'il y aura des frontières, tant qu'il y aura des démarcations entre les pays, chaque pays va rouler pour ses intérêts. Et dans les rapports politiques, géostratégiques, l'intérêt d'abord. Bien sûr. Ok, donc si on part avec ces principes, c'est à chaque pays de travailler pour tirer le maximum. On dit depuis là la France, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait? On reste toujours dans cette hypocrisie à la burkinabé ou à l'africaine. Il y a combien de burkinabés qui ont déserté leur lieu de travail? On vous parle des milliers de fonctionnaires qui ont déserté des coins du Burkina Faso depuis au moins 2 ans, qui n'y vont pas. Il n'y a même pas eu de communiqué pour cela. Et les mêmes sont fiers d'en vouloir à la France qui demande à ses habitants de ne pas venir au Burkina Faso. Quand on dit qu'il y a des centaines de milliers de déplacés au Burkina Faso, qu'est-ce que cela veut dire déplacer? On se déplace quand là où on est devient invivable. Bien sûr. Mais est-ce que vous allez conseiller des Burkinabés d'aller vers là-bas? À Ouagadougou, moi j'ai vu des regroupements de Burkinabés dans des conditions déplorables. Donc ce qui veut dire que le Ouagalais, c'est vrai qu'à Bobo, ce n'est pas aussi visible que ça, mais à Ouaga, on sait qu'il y a des endroits que des Burkinabés ont fui, ils se sont réfugiés à Ouagadougou. Donc ça veut dire que ces endroits sont invivables. Mais pourquoi en vouloir à la France d'avertir ces populations? Des Burkinabés ont fui des localités, donc vous n'allez pas. À la limite, je crois qu'il va falloir qu'on accepte certaines réalités et on travaille. Vous voyez, depuis le début de cette problématique terroriste, on parle de tout, de tous les partenaires, sauf de l'éventualité pour nous autres Burkinabés ou Ouest-Africains de créer une institution qui pourrait ne serait-ce que commencer par fabriquer des flèches et peut-être dans 50 ans, 100 ans, ils vont pouvoir avoir des nucléaires. On dit non, il faut la France, il faut la Russie, il faut les États-Unis, sans jamais dire nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire pour demain. Et tant qu'on va rester dans ça, on va changer les partenaires, mais les réalités vont demeurer. Comme je l'ai dit, dans les rapports entre pays, l'intérêt d'abord et quelle que soit la manière.
quelques secondes, Zodias. Oui, mais vous savez, en fait, le problème, là où ça me fait mal personnellement, Zerbo a parlé tout de suite des effets de découragement des potentiels investisseurs. Parce que là, si ce point-là, je crois que l'économie, il faut repenser un peu à la stratégie économique de l'Afrique de façon générale. Quand je prends le cas de Burkina Faso, vous allez trouver des gens, des artisans qui ont fabriqué des pots de fleurs ou bien des masques, tout ça là. On attend forcément que ce soit les Français qui viennent acheter. Là, c'est la mauvaise façon. Nous avons par exemple des sites touristiques qui sont, par exemple, je prends par exemple les hauts bassins, il y a assez de sites touristiques. Mais il ne faudrait pas attendre que ce soit les Français qui viennent visiter pour rentabiliser. Lorsqu'on rentre dans ça, on a que les Français ou les Européens de façon générale comme les potentiels consommateurs de nos produits touristiques, artistiques, ça pose problème. Et c'est là, lorsqu'un des jours à la nuit, quand ils peignent notre carre à la couleur qu'ils veulent, tout ça, on se larme parce que non, il faut revoir les choses. Comme Bazar a dit quelque chose, c'est vrai, l'État est très peu. Mais il faut que les Africains commencent à se réveiller depuis très longtemps. Quand on parle de lutte contre, je ne sais pas, la prolifération des armes légères ou quoi. Les Africains sont devant contre l'armement des pays, alors que tous les pays ont eu le temps, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu le temps de recourir aux armements. Aujourd'hui, ils sont posés, ils sont puissants. Et nous, c'est le moindre conflit, on court vers eux, en doublant que qui veut la paix prépare la guerre. Ok, merci. Kane, on remarque aussi que le président Roch-Marc Christian Kaboré ne compte pas renouveler le contrat en matière d'armement avec la France. Nous avons tous suivi cela. Et est-ce que cette position du chef de l'État ne veut pas dire que la France est en train de perdre quelques privilèges au Burkina Faso? Non, et il faut que cela soit ainsi, parce que qu'on le veuille ou pas, d'ailleurs, qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, il y a un certain nombre de privilèges que pas seulement la France, mais que les pays dont nous de façon générale, il y a des privilèges à un moment donné qu'ils vont perdre. Parce que la génération africaine aujourd'hui est en train de comprendre qu'effectivement, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Parce qu'il ne faut pas attendre tout de quelqu'un. Et je l'ai toujours dit. Emmanuel Macron, quand il était venu ici, quand on lui a posé la question à l'université, il a répondu en disant aux étudiants, mais il ne faut pas toujours croire que vos problèmes viennent des autres. En croyant que vos problèmes viennent des autres, vous attendez à ce que ce soit les autres qui les trouvent des solutions. Mais non, il faut d'abord regarder qu'est-ce que j'ai fait pour que ce qui arrive là m'arrive. Et chacun prend ses responsabilités. Et au niveau des États, c'est ce qu'il faut effectivement. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités et disent non, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que aujourd'hui mon pays, il a même dit ce jour-là, encore, est-ce que parmi ceux qui font le terrorisme ici, là, qui nous attaquent là, est-ce qu'il y a des Français dedans? Ouais. Mais voilà. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour qu'aujourd'hui, il y ait une partie de nos frères qui se retournent contre nous? C'est ça notre responsabilité. Et nous refusons de l'assumer en croyant que notre problème, c'est les autres. Mais notre problème, c'est nous-mêmes. Et la solution, elle viendra de nous-mêmes. Okay. Et merci, Ahmed Zerbo. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez Voilà, effectivement, le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, le fait de refuser effectivement de signer cet accord-là, je pense que il est en train de briser cette chaîne qui effectivement nous maintenait effectivement entre les mains de la France. Je pense que ça, c'est un courage et je pense que le peuple doit vraiment le soutenir effectivement dans ce projet-là. Okay. Mon avis. Ok, merci bien et pensez. Et il y a eu aussi cette affaire des aéronefs qui ont survolé l'espace aérien burkinabé. Les autorités ont décidé d'agir au cas où si un engin traverse l'espace aérien burkinabé sans au préalable, en tout cas un accord avec l'armée de l'air. Un communiqué par voie diplomatique a été adressé aux différentes ambassades. Comment se fait-il que c'est le communiqué adressé à la France qui se retrouve sur la toile et nous avons vu les internautes tout de suite, les commentaires qui s'en sont suivis. Comment est-ce que vous appréciez cela? Non, c'est une volonté des communicants aussi, proche de certains milieux. Parce que la lettre a été adressée à plusieurs ambassades, à plusieurs attachés militaires, mais effectivement, c'est celle concernant la France qui s'est retrouvée dans l'espace public et qui a fait le plus de polémiques possible. Là encore, je dis, c'est de la comédie qui continue, parce que ces histoires de présenter le président comme étant quelqu'un qui veut rompre les chaînes avec la France, je dis c'est de la comédie, quoi. Tous les acteurs politiques burkinabés, s'ils sont réalistes, s'ils veulent effectivement rompre la chaîne avec la France, ne serait-ce que revenir sur les événements 2013, 2014, 2015, 2016, on aura tellement d'informations pour dire franchement la France c'est pas du tout bon.
Mais aucun d'eux n'a le courage de le faire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On fait de la fanfaronnade sur certains propos, sur certaines mesures, mais l'implication de la France au détail près de certains événements d'envergure au Burkina Faso, concernant les dates que j'ai citées, tous les acteurs politiques majeurs sont au courant des faits et des gestes de la France. Ils sont au courant parce qu'ils ont eu l'information avec les Français, ou ils sont au courant parce qu'ils ont eu l'information avec d'autres ambassades, parce que je ne sais pas si c'est une information pour vous, il y a eu des collisions entre ambassades par rapport à certaines positions dans les faits qui se sont passés au Burkina Faso il n'y a pas longtemps. Tous les acteurs politiques sont au courant, mais aucun d'eux n'a le courage de dire effectivement ce qui s'est passé, parce qu'il y a toujours ces protectorats français dont les uns et les autres ont besoin, et tant qu'il n'y aura pas une forme d'union sacrée, où c'est le peuple qui va aller à l'encontre de la France, individuellement les acteurs politiques, il y aura des mesurettes ou bien des mesures populistes juste pour avoir de la cote auprès de l'opinion, mais des politiques allant vraiment dans le sens de rompre, je ne pense pas. Prenez tout récemment des différents contrats avec Bolloré, les rails. On vous dit que la norme c'est 10 ans. Au Burkina, les gens faisaient 20 ans. Sous ce pouvoir, ils sont passés à 30 ans. Ouais. Ça, je ne vais pas revenir sur d'autres contrats qui condamnent le Burkina Faso pour les 30-50 ans à venir. Et c'est des mesurettes qui ne sont même pas... Franchement, on n'a qu'à arrêter ces histoires de... Okay. Et Josias, est-ce que la France fait l'objet de dénigrement, de critiques? Parce que il y a Zerbo qui le disait tantôt, en Afrique sahélienne, la France fait l'objet ces derniers temps de beaucoup de critiques, notamment on se rappelle encore le combat contre le franc CFA. Et depuis lors, en tout cas, les critiques ne cessent de tomber à l'encontre de la France. Est-ce que c'est vraiment un dénigrement qui est orchestré? Non, un dénigrement, je le dis, c'est comme... vous savez, il y a toujours à une fin. À un certain moment donné, comme Kanel a dit, à un certain moment donné, les relations se dégradaient parce qu'on a une génération actuellement, c'est-à-dire on a les têtes pensantes aujourd'hui qui sont capables de réfléchir, de trouver et de dénicher quand même certains manquements des Occidentaux de façon générale. Et comme c'est la France qui est le premier partenaire, je dirais, de Burkina Faso, donc il n'y a qu'elle qui soit vue donc, au premier plan de ce qu'on pourrait appeler les campagnes de dénigrement contre la France. Non, il faut que, c'est pas tellement seulement avec la France, mais on a eu un certain plus de conscience qui est là aujourd'hui, où la jeunesse veut exprimer véritablement son indépendance. Et quelle indépendance vous avez vu depuis les années 60 aujourd'hui, à un certain niveau, où certains panafricains vous diront que cette indépendance n'est pas totale. Il y a la question, comme vous venez de le dire, le franc CFA, qui pose problème, parce qu'il fallait que des gens... Le secret qui cache cette convention entre la richesse, entre les Africains et la France, à travers le franc CFA, il fallait donc une race d'hommes intellectuels capables de réfléchir, de retrouver ce document et de réfléchir, voir est-ce que nous gagnons par rapport à ça. Et ce qui a permis aujourd'hui d'exposer au grand jour, je dirais, la politique française par rapport au franc CFA. Donc, c'est-à-dire, toujours à une fin, à un certain moment donné, bon, écoutez, vous ne pouvez plus, comme disait quelqu'un, on ne peut pas tromper tout le monde durant tout le temps. On peut tromper tout le temps une partie de la population, ou on peut tromper tout le temps, mais tromper tout le monde durant tout le temps, ce n'est pas possible. Donc, je pense que c'est la fin qui est là. Et vous savez très bien, vous avez suivi un peu la question de France CFA dont vous venez de souligner, parce que vous avez bientôt, en 2020, ce que vous disent les grands économistes panafricains, c'est la fin donc de cette convention de France CFA à 75 ans qui a besoin d'être renouvelée. Il faut donc reposer le débat pour avoir l'adhésion des Africains pour le renouvellement de cette coopération financière. Mais avec cette nouvelle race, cette race d'intellectuels qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'ils vont se laisser aller aveuglément? Je crois que non. Et voilà tout le problème qui est là. Ok, merci bien. Je pense qu'on aura l'occasion à d'autres émissions de revenir sur cette question. Fin de cette partie sur les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. Place maintenant à notre troisième et dernier sujet. Pendant 5 jours à Bobo-Dioulasso, la semaine du numérique s'était installée et 3 jours le Salon national de l'emploi également était bien présent à Bobo-Dioulasso. Ces deux activités ont connu la participation des centaines de jeunes et d'entrepreneurs, d'entreprises et de start-up. Comment est-ce que vous appréciez cette initiative de la semaine du numérique, M. Kani? Je crois que les deux événements dont vous avez parlé sont d'une importance incontestable. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le numérique,
au fur et à mesure qu'on va avancer, ce sont c'est un élément avec lequel il faut compter. Parce que, je donne un exemple banal. Si aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore tous les moyens, si aujourd'hui, par exemple, et tout le monde avait la possibilité de payer directement ses impôts, de payer tout ce qu'il doit payer à travers le numérique, vous allez voir que la corruption allait diminuer. Vous avez vu aujourd'hui, on ne parle plus de bousculade pour le dépôt des concours, parce que, ou de fraude au dépôt des concours, parce que les candidats ont la possibilité de déposer directement les dossiers sur le numérique. Donc, c'est un élément avec lequel il faut compter tôt ou tard. Ensuite, pour ce qui concerne l'emploi, je voudrais dire que si aujourd'hui on a compris que le secteur privé, effectivement, a un rôle important à jouer dans l'emploi des jeunes, moi je suis très heureux, parce que pendant longtemps, on a fait croire qu'il n'y a que la fonction publique, voilà, qui donne l'emploi. Et ça, c'est une mentalité extrêmement grave. La fonction publique peut recruter combien? Aujourd'hui, quand vous avez vu les concours, la dernière de cette session, moi j'ai fait le ratio, ça fait 211 candidats pour un seul poste. Mais tout le reste des jeunes ont fait quoi? Alors donc, si aujourd'hui on pense que c'est le secteur privé, c'est tant mieux. Maintenant, il faut mettre les moyens à la disposition, effectivement, de ce secteur-là, de se développer davantage pour pouvoir employer ou, à défaut, permettre aux jeunes de créer des emplois et de créer la recherche. Je voulais terminer en revenant un peu sur la semaine du numérique. J'ai voulu aller à la cérémonie d'ouverture. Mais malheureusement, quand je suis arrivé, et ça, ce sont des erreurs qu'il nous faut éviter. Et ça, je m'adresse aux politiciens. Parce qu'on a dit semaine du numérique. J'étais heureux de lire le discours du maire dans lequel on a dit les acteurs du numérique vont réfléchir. Mais ce que moi j'ai trouvé là-bas à la cérémonie d'ouverture, il n'y avait même pas de place. Mais je ne sais pas, non seulement ils ne sont ni des acteurs, parce qu'il y en a qui ne comprennent même pas, ils ne savent même pas pourquoi ils étaient là-bas, qui ont passé le temps à se disputer les t-shirts et qui étaient assis à terre, alors que les véritables acteurs qui sont arrivés et qui voulaient prendre place pour effectivement apporter leurs contributions, n'y ont pas eu accès. Donc finalement, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Parce que quand on pose la réflexion, il faut la poser sérieusement et permettre à ceux qui sont concernés, effectivement, de mener la réflexion progressivement pour qu'après, elles puissent atteindre le niveau où elles doivent atteindre. Merci. Et Zerbo, le salon du numérique et la semaine du numérique et le salon de l'emploi à Bobo-Dioulasso, quelle est votre appréciation sur ces deux cadres? Je pense que c'est deux événements très importants vraiment qui se sont déroulés ici à Bobo-Dioulasso. Alors, parlant maintenant du numérique, vous voyez, aujourd'hui, le numérique impacte même la vie des citoyens. Aujourd'hui, il est rare de voir, en tout cas, un citoyen burkinabé qui a un portable ne pas chercher à naviguer sur le net ou en tout cas communiquer à travers les WhatsApp. Qui sont en ville. Voyez, donc, il faut le préciser quand même. Voilà, ceux qui sont en ville, oui. Donc, c'est pour vous dire que, bon, et, du coup, bon, ils ont même surnommé effectivement la génération actuellement des générations tête baissée. Là où vous passez, vous voyez des jeunes, en tout cas même des personnes âgées, concentrées sur leur appareil. C'est pour vous dire que le numérique a une place importante effectivement dans la vie du citoyen, dans la vie de l'administration. Kani l'a dit tantôt. Aujourd'hui, on arrive en tout cas à gérer un certain nombre de choses sur le plan administratif. Par exemple, pour payer les impôts. Aujourd'hui, tu peux effectivement rester ton bureau et puis bon, payer tes impôts, ou en tout cas si tu veux faire des commandes à l'extérieur, par le biais effectivement de l'internet, tu peux effectivement faire tes commandes. Alors maintenant, parlant de la semaine de l'emploi, vous voyez, Kani l'a dit tantôt, c'est vrai, il faut permettre au secteur privé effectivement de recruter, d'embaucher, mais pour que effectivement ce secteur privé puisse avoir cette force-là, il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut mettre les moyens à sa disposition. Sinon, bon, je pense que la semaine de l'emploi a permis effectivement aux demandeurs d'emploi et en tout cas ce secteur privé d'avoir des contacts. Je pense que c'est une initiative vraiment
à encourager, si je peux le dire. Ok. Josias, on dit que le développement passe forcément par le développement des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et toujours dans cette logique de la semaine du numérique, est-ce que vous pensez qu'au Burkina Faso, il y a quand même une qualité de l'Internet? Oui, d'abord, il faut dire que il faut saluer d'abord même cette dénomination. Avant, c'était la semaine nationale de l'Internet ESNI, qui est devenue la semaine du numérique. Parce que l'Internet, c'est du numérique, et tout numérique n'est pas forcément Internet. Il faut faire la part des choses. Alors, au-delà de tout ce qu'on dit, moi, personnellement, ce qui m'a personnellement plu, c'est que ça a permis de voir véritablement que cette semaine a été un incubateur d'éclosion de talent. Parce que dans les différents stands qui ont été installés, vous allez voir même des Burkinabés qui ont pu, à partir de leur propre connaissance, inventer des drones. Ceux qui étaient autrefois réservés, qui étaient comme de la sorcellerie de blancs en de griffes, quoi, ce qu'on disait. Mais quand on voit des Burkinabés même développer des applications, et c'est par là que j'ai compris même que le système Orange Money ou ce que les gens utilisent là, c'est une technologie développée par des Africains. Et moi, ça me renvoie à passer un peu au premier sujet dont nous avons débattu tout à l'heure, pour dire que si l'Afrique, moi je ne parle pas seulement de Burkina Faso, si l'Afrique en général doit affirmer son indépendance réelle, ça veut dire prendre son envol vis-à-vis de l'Occident, il faudrait que nous soyons capables de produire ce que nous consommons. Et de mettre les génies ne viennent pas forcément d'ailleurs. Et c'est ce qui a donné donc de savoir lors de ces salons-là. C'est vrai, quand même, c'est plein tout aussi un peu de voir au niveau de la cérémonie d'ouverture. Bon, tant mieux, si ce n'est qu'à la cérémonie d'ouverture qu'on a voulu simplement pour faire des retours verso, parce qu'on sait aussi que dans ce pays-là, ce qui se passe à la cérémonie d'ouverture, on veut chaque fois faire des retours verso. Mais véritablement, des cadres ont eu des cadres de réflexion qui ont permis à des professionnels, j'ai même pris des cartes avec d'autres personnes, qui ont essayé de réfléchir ensemble pour voir comment il faut encore aller de l'avant, parce que vous savez que très bien que le thème traite un peu comment on appelle, du numérique, de la monnaie numérique, voilà, etc. Donc avec un pays d'honneur comme le Sénégal, qui a essayé donc de partager également l'expérience de la gouvernance économique numérique avec donc les techniciens burkinabés. Et je pense que c'est, franchement, j'ai aimé, au regard des personnalités que j'ai pu croiser dans le domaine, franchement, ça m'a plu. Ok. Bansi? Les deux activités, d'abord la semaine numérique, M. Kani l'a souligné, ce qui était un peu dommage, c'est qu'il y a toujours cette volonté du Burkinabé, surtout politique, de voir une salle pleine. Bien sûr. Sans forcément se soucier de ce que la salle peut apporter comme contribution. Et effectivement, l'ouverture, on a trouvé des gens qui n'avaient pas les places là-bas. Mais par contre, heureusement, juste après ça, le salon a été tellement, la semaine a été tellement intéressante, parce que moi, personnellement, j'y étais. J'ai vu des élèves, j'ai vu des étudiants, j'ai vu des personnes intéressées par les questions du moment pour ce qui est du numérique. Et ça, c'est très important. Ils ont effectivement participé à des thématiques, ils ont suivi des formations. Ceux qui étaient là étaient vraiment motivés. Je pense que désormais, il serait intéressant de communiquer davantage. Bon, ça concerne tout le monde, parce que même les mamans qui sont au marché, aujourd'hui, ils utilisent Internet, oui. Mais communiquer de telle sorte que ceux qui y viennent là, soit ceux qui sont intéressés, et ça ne manque pas si c'est l'Internet, et si les choses sont tellement bien organisées, comme on a vu au niveau de la semaine du numérique tout récemment. Pour ce qui concerne la semaine de l'emploi, là je me dis, ce qui est un peu rigolo au Burkina Faso, c'est que très souvent, ce sont des fonctionnaires qui veulent parler à des jeunes gens sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, ce que c'est que le travail privé. Moi, personnellement, je crois que de plus en plus au niveau du ministère, il va falloir trouver les mécanismes nécessaires pour laisser ceux-là qui ont l'expérience de l'emploi privé parler du privé. Vous ne pouvez pas faire 30, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et souvent même retraité à la fonction publique. Vous êtes encore là à attendre des nominations et vouloir parler entrepreneuriat à des jeunes qui n'ont jamais eu un emploi. Il y a des gens qui sont au privé, qui ont émergé au privé, qui ont toute la qualité nécessaire pour parler de leur propre expérience, partager leur propre expérience. Le privé burkinabé va être du privé quand la loi va être respectée comme dans tous les domaines. Parce que pourquoi aujourd'hui, celui qui travaille au privé, à un certain moment, s'il n'est pas fort mentalement, ne se considère même pas comme travailleur. Parce que tout simplement, au niveau du mécanisme, la loi est faite de telle sorte que si vous prenez 10 personnes, c'est peut-être 2 personnes qui sont embauchées normalement selon des clauses. Et tant qu'on ne va pas accéder à ce niveau, on va toujours voir le travail privé comme étant. Alors qu'une fin, au finish, mis à part ceux qui font des micmacs,
il y a beaucoup de gens qui s'en sortent au privé. Bien sûr. Ok, une minute, Josias. Oui, moi personnellement, le salon de l'emploi, moi ce que c'est pas le nombre de stages promis à des jeunes chômeurs. Ce n'est pas encore les embauches, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais moi ce qui m'a le plus intéressé est qu'aujourd'hui, on commence maintenant, ça veut dire le mot entrepreneuriat privé devient un mot, le maître mot du moment, parce que ça va permettre véritablement de désengorger les esprits des jeunes pour comprendre effectivement qu'il n'y a pas seulement que l'État qui peut les embaucher, le secteur privé est là. Deuxième des choses, moi je souhaite qu'à travers ça, parce qu'il y a un abandon du secteur privé par l'État. C'est-à-dire l'État est le garant du respect des droits des employés dans le secteur privé. Mais aujourd'hui, le problème du privé, c'est quoi? Lorsque quelqu'un est capable de prendre un employé avec un niveau bac plus combien, il le paye avec... Il y a des endroits où ils n'ont même pas le SMIC. C'est là où le problème se pose. S'il y a eu une véritable cohésion, c'est-à-dire entre les privés et que l'État soit toujours le garant de voir. Parce que pour Burkina, le problème, ce n'est pas de créer des emplois au niveau du privé, mais c'est de créer des emplois pérennes, c'est des emplois sécurisés. Ok, merci Josias. La dernière question très rapidement à M. Kani. Au Salon national de l'emploi, il a été question de renforcer l'employabilité de 25 000 jeunes demandeurs d'emploi en les offrant des emplois décents. Et quelle est votre appréciation? Non, parce que c'est la préoccupation des associations. Non, je crois que cela va de soi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas un emploi décent. Mais encore faut-il que les conditions soient réunies, effectivement, pour que l'emploi, d'abord l'employeur, parce que si l'employeur lui-même vivote, ce n'est pas l'employé qui ne va pas vivoter. Ah oui. Alors c'est pourquoi j'ai dit, il faut donner les moyens. Quand je dis de donner les moyens, ce n'est pas de l'argent qu'il faut donner au privé. Il faut créer les conditions, effectivement, pour que le secteur privé soit viable. Okay. Et créer les conditions pour que effectivement les jeunes qui veulent entreprendre puissent le faire de façon, je dirais, vraiment normale et assez facilement. Mais ce n'est pas prendre l'argent et donner pour développer, mais c'est créer les conditions. Ok, merci bien. Panorama Média de ce jour s'arrête là. Il était avec nous sur ce plateau Moutamou Kani. Kani est directeur de publication de l'Express du Faso. Merci. Ahmed Zerbo, directeur de publication du journal Libération. Josias Daviré, journaliste à Burkina Info TV. Ouseni Bansé, journaliste à la radio LPC, La Liberté de parler et de communiquer. Merci, chers confrères, d'avoir répondu à notre invitation. À vous tous qui avez suivi cette émission, merci pour votre fidélité au programme de notre chaîne de proximité, la RTB2. À dimanche prochain, Dieu voulant, pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez ce numéro de votre émission en rediffusion ce lundi après 22h30. Merci.